On a toujours voulu avoir les deux, le site et les revendeurs. Okay. Les revendeurs, ça te permet aussi, certes, t'as moins de marge que sur ton site au début, mais ça te permet d'aller chercher plus de volume et du coup de faire des économies d'échelle et donc de faire plus de marge. Donc il faut un peu voir. Et aussi quand même une vitrine, des nouvelles personnes qui te découvrent. De la légitimité du marché du mass market. Et même tous les consommateurs qui se baladent chez Monoprix, chez Galeries Lafayette, ils te découvrent. Qu'on n'aurait pas pu aller chercher forcément via le site. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier qui est filmé et que vous pourrez retrouver sur YouTube, mais vous ne me voyez pas parce que je n'ai que 2 caméras, donc vous voyez Clémentine et Camille, Clémentine Granet et Camille Brégeot qui sont les cofondatrices des Petits Prodiges, de Les Petits Prodiges, Les Petits Prodiges que vous pourrez retrouver sur lespetitsprodiges.com qui est une marque de cosmétiques naturels, éco-responsables et plaisir. C'est ça. Mais tu le diras mieux que moi. Oui, alors Les Petits Prodiges, c'est une marque de cosmétiques naturels, éco-responsables et plaisir qui va revisiter seulement les essentiels de la routine hygiène-beauté. Donc, il n'y a pas de surplus, c'est back to basic avec, on retrouve vraiment les essentiels dont on ne peut se passer. Un déodorant, un dentifrice, un savon, un shampoing, une crème solaire, etc. Que vous pouvez retrouver sur lespetitsprodiges.com, je l'ai dit, qui représente un tiers du chiffre, mais aussi dans plus de... 1500. 7000. Non, ouais, entre 1500 et 2000 points de vente en France principalement, et on commence un petit peu l'export. Et vous commencez un peu l'export et les points de vente, ça va être du Monoprix, du Monop, des pharmacies, les Galeries Lafayette, Nature et Découverte, entre autres. Exactement. Et bientôt l'international, et on en parlera. Je suis très heureux de vous recevoir. On s'est croisés lors d'un enregistrement post-passage à Qui va être mon associé, où vous êtes passé. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'est passé ? Eh bien, oui, Qui veut être mon associé, le tournage était en septembre et la diffusion, nous, on est passé dans le premier épisode, le 17 janvier. Ouais. On est passé tard, donc tout le monde ne nous a peut-être pas vus, mais il y a le replay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, on a pitché devant Anthony Bourbon, Marc Simoncini, Tony Parker, Kelly Massol et Éric Larchevêque. Et du coup, on n'a pas levé de fonds. Parce que on a déjà des investisseurs au sein des Petits Prodiges et donc une valorisation qui est déjà capée. Et du coup, Tony Parker était plutôt intéressé, mais voulait plus de parts parce qu'on proposait que 5% pour 250 000 euros. Il voulait au moins 10%, si ce n'est 30%. Et du coup, nous, on ne pouvait pas brader, entre guillemets, notre valorisation. Donc, on n'a pas donné suite. Mais c'était une super opportunité parce que, voilà, on a présenté la marque, nos produits à 2 millions de téléspectateurs et ça a eu des retombées de dingue après, quoi. Alors, je veux bien qu'on en parle. Vous passez en fin de soirée, donc il y a quand même un peu moins de monde qu'au début de soirée. En revanche, c'est la première édition. Épisode. Alors, tu m'expliquais tout à l'heure, Camille, que cette année, apparemment, les audiences étaient stables sur toute la durée de la saison. C'est ce qu'ils ont dit, oui. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, mais les audiences, elles sont publiques, donc je pense qu'on doit pouvoir les retrouver. Mais oui, c'était 2 millions la première partie et 1,5 million la deuxième partie, donc c'est vachement bien. Donc 1,5 million et vous passez en plus à minuit, donc il y a un peu moins de monde qu'à 21h. Mais alors, quel impact on peut espérer ? C'est quand même assez dingue parce que du coup, nous, on s'était dit qu'à minuit, tout le monde est allé se coucher. Et en fait, non, les commandes, elles sont tombées sur le site, elles arrivaient. On était vraiment impressionnés par ça. Et après, le lendemain, ça continue. Je pense aussi grâce au replay, tout le mois. Et encore aujourd'hui, on voit encore l'impact de ce passage M6. Et même pour ouvrir des nouvelles pharmacies, puisqu'on a beaucoup parlé des pharmacies, ça nous a offert plein de portes. Et après, plein de belles opportunités, presse, podcast, comme maintenant. C'est grâce à ça que vous passez sur le panier, soyons honnêtes. Voilà. On va pas se mentir. C'est parce qu'on s'est croisés dans les couloirs. Exactement, parce que vous enregistriez On lâche rien, le podcast de Stéphanie. Exactement. Quelques jours après ou la diffusion, et on s'est croisés à ce moment-là.
On va voir pas mal de choses dans cet épisode. Vous êtes des copines d'école, vous avez un jour décidé, enfin vous aviez toujours su ou eu envie peut-être de vous lancer, vous allez me raconter ça. Et ça a commencé autour d'un apéro un jour, alors que vous étiez chacune dans des carrières qui étaient déjà lancées. Vous avez lancé sur fonds propres, vous avez mis 10 000 € chacune. C'est ça. Vous me raconterez comment vous les avez utilisés avec une première puis une deuxième campagne de crowd. Vous me raconterez justement cette strate de distribution avec, comme dit, un tiers en D2C, 2 tiers en retail. On va parler un peu Galier ou galénique? Galénique, hein. Galénique, production, produits et formules. On parlera de salon. Vous avez dit quand on préparait cet entretien qu'il faut savoir dire non et ne pas en faire trop. Moi, je pense qu'il faut surtout savoir en faire. Mais vous allez me raconter ce que ça vous a apporté. On va un peu parler télé, métro, et on peut peut-être commencer, si ça vous va, par le marché. Donc, juste pour contextualiser, vous me raconterez la genèse après, mais vous vous lancez en 2017. Il est comment le marché à l'époque de la cosmétique naturelle, éco-responsable et plaisir? C'est vrai que nous, quand on s'est lancé, le marché, il y avait que, entre guillemets, les grands et les marques que tout le monde connaît. Il y avait encore très peu de petites marques qui se lançaient à leur propre compte. Et à l'époque, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas de marque naturelle, éco-responsable et plaisir. Aujourd'hui, on en retrouve de plus en plus et c'est super parce que justement, ça veut dire que les consommateurs sont intéressés par ce genre de produits. Mais c'est vrai que nous, quand on s'est lancé, on était un peu seuls sur le marché et les habitudes d'achat, surtout grande conso, principalement, 2017. Enfin, c'est pas comme si c'était au siècle dernier non plus, donc on va pas faire les vieux, mais une habitude de conso où tu vas chercher tes produits en grande surface, non? C'est ça. Ou alors dans les magasins très bio. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire des magasins, alors je sais pas, peut-être je caricaturise, mais un peu bobo, où vraiment ça sent les matières premières, où les packagings ne sont pas colorés, c'est pas joli. Et nous, on avait envie que la cosmétique, ça reste quand même un plaisir de consommer. Et donc, c'était important, justement, de rajouter des couleurs, de rajouter des senteurs agréables pour que le consommateur, il n'ait pas d'effort à consommer sain, naturel, des belles formules et bon pour la planète avec des packs soit en aluminium recyclé à l'infini, soit carton biodégradable. Ok, donc il y a les grands, les Procter et autres qui existent, qui sont déjà bien distribués, bien implantés. Exactement. Ouais. T'allais rebondir? Non, c'est ça, c'est tout à fait ce que tu dis. Il y avait les grands à l'époque et par contre, il y avait déjà pas de barrière à l'entrée pour créer une marque de cosmétiques. Ça a jamais été très compliqué, si ce n'est il faut être curieux, il faut se rapprocher de laboratoires, etc. Mais c'était faisable. Mais en effet, ce qui changeait beaucoup avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup moins de concurrence, ou en tout cas, les concurrents, c'était les gros. Alors, je t'ai dit un truc tout à l'heure et tu m'as repris et j'ai trouvé ça intéressant. Je te demandais l'univers, le marché concurrentiel, en disant qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont arrivés ces 5-10 dernières années. Et j'ai naturellement dit, mais c'est pas eux ta concurrence, c'est les Procter et les autres. Et tu m'as dit non. Pas totalement non, oui et non. C'est-à-dire que évidemment, quand on est rentré chez Monoprix, les concurrents, ça reste évidemment les déodorants de grande consommation, des marques qu'on connaît tous, voilà. Mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que les petites marques qui se sont lancées aussi en même temps que nous, les distributeurs y accordent beaucoup moins de place. Ils vont, que ce soit en pharmacie ou chez Monoprix, ils vont référencer toutes les marques que tout le monde connaît de grande distribution et ils vont laisser la place à 1 ou 2, 3 petites marques émergentes qui changent, qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui a des valeurs plus transparentes, qui est fabriquée en France, etc. Mais il n'y aura pas la place pour 10. Donc, ça reste aussi des concurrents parce que les places sont plus chères quand on n'est pas un gros, quoi. Ok, je comprends. Et que cette 5e place dans la gondole ou cette 3e ou 4e place dans la pharma, c'est justement sur ces nouvelles marques exactement, que la concurrence que ça va se jouer. Ok. Et est-ce que les grands acteurs, vous voyez un move depuis quelques années sur justement plus d'éco-responsabilité, plus de bien sûr, produits naturels? Non, mais c'est sûr que ça a fait beaucoup bouger les choses. Les grands ont lancé aussi des nouvelles marques plus éco-responsables, plus naturelles, et on voit aussi un gros travail au niveau des packaging avec de la recharge ou moins de plastique. Donc il y a un vrai travail. Ok, très cool. Donc, vous êtes rencontrés en école. Oui, c'est ça. Vous étiez, toi, dans le groupe Estée Lauder, j'ai confondu, c'est l'inverse, hein? Non, oui, c'est ça. Et toi, Clémentine? Moi, je travaillais pour des box beauté, donc Birchbox, qui est devenu Blissim, et après chez Beauté Privée, qui est un site de vente privée de cosmétiques, en tant qu'acheteuse commerciale. Et Camille, elle était en marketing, donc on était assez complémentaires. Même si, quand on lance sa boîte, clairement, on ne sait pas tout faire, on apprend sur le tas. C'est déjà des profils pro qui étaient un petit peu complémentaires. Donc, mais vous saviez déjà comment on faisait un produit de cosmétique à ce moment-là? C'était un univers
c'était dans... Oui et non, c'est-à-dire qu'on pas votre travaillait, expertise, mais mais nous, on vous n'était étiez, pas dans le laboratoire, ni dev produit, ni recherche et développement. Mais on s'est débrouillé on s'est débrouillé pour tout, que ce soit créer son site internet, tout. On a tout fait nous-mêmes. Et donc, pour le laboratoire, on est allé sur Google, tout simplement. Et on a tapé laboratoire en France. On les a contactés un par un. Bien évidemment, au début, les plus gros te donnent un devis à 10 000 € juste pour te dire si oui ou non tu peux faire une formule. Et finalement, on a eu la chance de tomber sur Marie, une chimiste qui a un petit laboratoire à elle dans le sud de la France et qui, je pense, a cru en notre projet et a bien voulu nous faire notre première formule à 80 €. Et donc, 80 € symbolique. Et donc avec elle, après, on a pu... Parce que nous, on savait déjà de base les ingrédients qu'on voulait mettre dans la formule, mais elle nous a aidé à la finaliser et à terminer, parce que forcément, il y a plein de petites choses. Voilà, c'est lui. Donc c'est le baume magique, je le montre sur la caméra. De toute façon, vous allez sur le site internet, vous le... C'est notre produit phare. C'est le produit phare, c'est là-dessus qu'a commencé la première campagne. Exactement. 80 € la formule symbolique. Et après, non, mais c'est parce qu'après, elle savait qu'on allait produire dans son laboratoire. Donc, elle allait gagner de l'argent grâce aux productions qu'elle allait faire. Mais pourquoi elle t'a pas fait un 0 € ou offert ? Enfin, 80 €, c'est ça marrant. devait être pour des petits frais réglementaires ou des choses comme ça. C'était vraiment c'est le timbre fiscal. Voilà, exactement. Elle a cru en nous, quoi. Ouais. Excellent. Et vous en avez contacté combien avant de tomber sur Marie ? Ouais, beaucoup quand même. Je pense une vingtaine. Ouais. Ça va. Ça va. C'est parce qu'on est vite tombé sur Marie aussi. Ouais, okay. Oui, mais ça va, mais ça prend du temps parce qu'à chaque fois, tu vois, tu vas passer 1 heure sur le brief, sur quitter, et puis en fait, avant qu'ils te disent, oui, donc on pourrait travailler ensemble, ce sera 10 000 €. T'es là, non, mais du coup, voilà. Donc après, à la fin, on demandait, c'est combien de levies parce que on va commencer par ça, du coup. En sachant qu'on s'est lancé avec 10 000 € chacune dans la société, on pouvait pas mettre 10 000 € juste sur le développement de la il fallait garder pour la prod, quoi. Donc... Non, évidemment. Et en plus, tous les labos ont pas les mêmes MOQ. Exactement. Minimum order quantity. C'est ça. Et tous les labos que tu vois en premier sur Google, c'est les plus gros, donc ceux qui ont les plus gros MOQ. Donc voilà. Donc il faut aller trouver d'autres. Et Marie, elle était OK pour partir sur combien ? C'était quoi son minimum ? Franchement, je crois qu'elle avait même pas de minimum. Enfin, on a dû faire sur 1000. Ouais. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais... Parce que 50 centimes, 1 €, 2 €, 5 € de prod, ça te fait déjà un coup, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a lancé la campagne Ulule pour faire des précommandes. Donc même si on avait lancé en parallèle la production parce qu'on pouvait pas se permettre d'attendre une production cosmétique, ça dure plus de 3 à 4 mois. Donc on pouvait pas faire attendre les gens aussi longtemps. Mais ça nous a permis quand même, tu vois, d'affiner un peu les senteurs parce que la matière première, on va dire, de base, la formule, c'est la même dans toutes les senteurs. Et à l'époque, sur la campagne Ulule, on avait 3 senteurs, coco, citron et le sans odeur qui existe toujours. Et donc ça nous a permis de un peu rectifier les quantités, tout ça. Voilà. Mais on est déjà chez Marie alors que c'est pas ce qui s'est passé d'abord. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que toi, Camille, t'es venue chercher Clémentine en lui disant ça y est, c'est l'heure. Oui, en fait, c'est vrai que ça faisait 2 ans que je travaillais dans le groupe Estée Lauder, dans lequel j'ai appris énormément et j'ai adoré mon expérience. Et après, je pense aussi, c'est parce que plus petite, j'ai grandi à l'étranger. Donc, tous les 2-3 ans, on déménageait, on changeait de pays. Et là, ça faisait 5 ans que j'étais en France. Je commençais un peu à avoir la bougeotte. Mais bon, bref, mon mec a eu une super opportunité de travail à Paris. Donc, on a décidé de rester à Paris. Et donc là, j'ai dit à Clémentine, écoute, il faut que je fasse une nouvelle aventure. Ce sera pas un voyage, mais ce sera un projet entrepreneurial. Est-ce que ça te dit de te lancer avec moi ? Parce que je sais que tu es mon binôme parfait. On est complémentaires sur le travail, mais aussi personnellement. Donc, voilà. Mais être bon copain ou bonne copine d'école... Moi, ma première boîte, c'est Mickaël. Je sais que tu n'écouteras pas ce podcast parce que tu ne m'écoutes pas, mais je t'embrasse. Mickaël, c'était mon meilleur pote depuis toujours. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. On était à l'école de commerce ensemble. On était au lycée ensemble. Ça n'a pas marché quand on a voulu bosser ensemble. Non, c'était un pari, c'est sûr. Mais on l'a pris, quoi. Oui, après, nous, on trouve que ça a énormément d'avantages parce que déjà, ça veut dire que 5 jours sur 7, tu travailles avec une amie, tu te marres, c'est marrant. Surtout, au début, nous, comme on s'est lancé vraiment seul avec très peu de moyens, on était vraiment, mais pendant 3 ans, dans nos studios, vraiment face à face l'une de l'autre, à échanger tous les jours. Donc, c'est cool de partager ça avec une copine. Ah, je comprends. C'est des super moments, c'est hyper chouette. Après, bien évidemment, on apprend aussi à travailler ensemble. Donc tu lui dis, je peux pas partir à l'étranger parce que je dois rester à Paris. Voilà. Il me faut une nouvelle aventure et cette aventure, ce sera une aventure entrepreneuriale. Viens. Et comment on passe de ça à Les Petits Prodiges ? Alors Clémentine, elle réfléchit une semaine parce qu'au début elle dit que elle sait pas si elle a envie de quitter son job parce qu'elle est bien payée, etc. C'est normal. Et une semaine après, elle dit qu'effectivement on n'a pas de prêt, on n'a pas d'enfant, donc c'est l'occasion.
Et après, en fait, on s'est posé ensemble et autour de plusieurs apéros, on a échangé, on a regardé ce qui manquait sur le marché et c'est comme ça qu'est venu Les Petits Prodiges. Ok, excellent. Et de là, vous vous mettez en quête d'un labo. On passe par Marie et cette minimum order quantity sur lequel vous pouviez vous aligner. Vous lancez la campagne. Et surtout, on travaille. Ouais, on n'a pas. Donc, on a réussi à négocier des ruptures co avec nos jobs respectifs, très importants pour avoir les 2 ans de chômage, parce qu'au début, on savait qu'on n'allait pas se payer. Et avec Clémentine, on a travaillé les 6 mois avant d'avoir le produit pour que le jour où commence le premier jour de chômage, le produit sorte. On n'a pas perdu de temps, entre guillemets. On n'a pas décidé d'aller au chômage, de développer la marque et de lancer... le micro. Camille se décalait sur la table pour montrer les différentes étapes, mais vous l'avez entendu. Clémentine, tu m'as dit un truc tout à l'heure quand on parlait de levée de fonds et on parlait du milieu hors micro de l'entrepreneuriat. Tu m'as dit pour nous, c'était quand même assez important d'être rentable. Une entreprise, elle doit avoir un business model qui tient la route. Vous venez pas du milieu... Si, t'étais chez Beauté Privée, tu me diras. C'est quand même une start-up à l'époque avant qu'elle soit revendue, rachetée par Showroom Privé, le groupe Showroom Privé. Mais ça, vous l'aviez en tête dès le début, parce que vous avez fait une levée de fonds, la première levée de fonds en 2022, si je dis pas de bêtises. Donc il se passe quand même 4 ans entre la première, presque 5, entre la première campagne Ulule et cette levée. Ouais, nous c'est vrai qu'on a toujours en effet voulu créer un business model qui était rentable depuis le début avec Camille. C'est vrai que on gère Les Petits Prodiges un peu comme si c'était notre compte en banque. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, tout ce qu'on a toujours regardé, on regardait pas beaucoup de chiffres, beaucoup de ratios, mais ce qu'on regardait, c'était notre trésor, le BFR. Vraiment, voilà, on regardait ça très attentivement. Et pour nous, c'était sain en fait, et surtout, ça nous drivait de se dire, on crée quelque chose qui est rentable, parce que faire des levées de fonds et dépenser plein d'argent pour faire moins de chiffre d'affaires que ce que tu dépenses, en fait, on se perdait dans le truc, je sais pas comment dire, tu vois, pour que ça ait du sens pour nous, c'était de créer une entreprise qui a vraiment une valeur ajoutée, qui apporte quelque chose, et pour nous, ça passait par la rentabilité. C'était de créer quelque chose de sain. Donc voilà, ça a été toujours depuis le début. Et donc oui, on l'a appris, lors de nos expériences professionnelles, tu disais Beauté Privée et tout, mais c'est plus notre façon, nous, de voir les choses aussi, quoi. Je vous ai pas posé la question quand on préparait l'entretien, mais je vous la pose maintenant. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous avez donc été rentable Oui. Et vous êtes rentable aujourd'hui? Dès le premier mois, en fait, on a lancé la campagne Ulule, comme on te disait, on s'est lancé avec 10 000 € chacune. On a lancé la campagne Ulule qui a du coup auto-financé la production et du coup, on a été rentable directement. On est rentable aujourd'hui. On ne l'a pas été une année lorsqu'on a levé des fonds, comme tu dis, en 2022, puisqu'on a levé des fonds pour dépenser quand même, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais t'as levé des fonds pour accélérer, pas pour financer ton BFR. Non, exactement, pour accélérer. Alors, ça t'aide toujours à financer un peu ton BFR quelque part, mais c'était pas le but. C'était vraiment pour accélérer aussi, parce qu'on l'a dit, quand on s'est lancé, il y avait peu de concurrence et petit à petit, c'est arrivé très très fort, très très vite. Donc, on s'est dit, on avait beaucoup d'avance, on l'a perdu, faut qu'on le récupère. Enfin, voilà. Et du coup, on a levé des fonds et à ce moment-là, voilà, c'était là où ça a commencé à moins être rentable, et tout de suite on s'est dit non, il faut qu'on soit re-rentable, et en un an on a récupéré, on a recoupé les dépenses et on a fait de la croissance et on est re-été rentable, et voilà. Puis aussi les 2 premières années on était entre guillemets aussi obligés d'être rentable, parce que on avait nos petites économies investies dans la société, et pour avancer il fallait générer du cash pour pouvoir lancer un nouveau produit, lancer une nouvelle production, etc. C'est un enseignement, ou en tout cas un insight qui est vraiment important, je trouve, et qu'il faut entendre. Et dans les temps de crise, comme on en y est là aujourd'hui, 2022, 2023, 2024, c'est compliqué pour beaucoup d'e-commerçants. Passer de non rentable, parce qu'on a tout dépensé en activation et en acquisition et en accélération, à l'argent va être dur à trouver, et donc faut trouver des points de rentabilité, et beaucoup plus difficile que si tu es déjà rentable et que tu dois être vigilant. L'année dernière, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui se sont prises, qui ont été prises par des entrepreneurs dans les 12-18 derniers mois à cause de ça, parce que l'argent était trop facile à chercher, quoi. Non, mais l'année dernière, du coup, on a vraiment regardé ligne par ligne qu'est-ce que on pouvait couper pour justement retrouver la rentabilité, et aussi grâce à l'argent, on a pu savoir où il fallait investir pour gagner de l'argent. Donc ça, c'était pas mal aussi. Donc tu réfléchis une semaine et puis tu dis banco, vous trouvez Marie et vous lancez la campagne Ulule une fois que vous avez une formule. Oui, puisqu'on avait déjà lancé la production. Pour le coup, pendant 6 mois après ce que disait Camille, après le boulot, le soir, on se retrouvait autour d'un apéro et on développait un peu la marque, l'image de la marque et la formule. On avait une formule en tête, mais
On n'est pas chimiste, donc on avait besoin d'elle. On a fait des allers-retours, on a testé le produit. Et quand on a lancé la campagne Ulule, on avait la formule. Et on a lancé la campagne Ulule le lendemain du jour où on commençait le chômage. En fait, on s'était dit, on veut quitter notre job et commencer le chômage. Le premier euro. Le jour où on vend le premier produit, parce qu'on sait que, on nous avait dit, les crashs de boîte, c'est soit parce que tu t'engueules avec son associé, soit parce que, en fait, t'arrives même pas à te payer et du coup, tu peux plus vivre. Donc, on s'était dit, ça va déjà être chaud de se payer en 2 ans. On avait à l'époque encore la chance que ce soit 2 ans de chômage, c'est plus comme aujourd'hui, mais donc non dégressif. Et donc, on savait que ce serait chaud. Donc, on s'était dit, on commencera le chômage le jour où on vendrait le premier produit parce que on voyait plein de personnes qui nous disaient, nous, on lance notre marque, donc là, ça fait 1 an et demi qu'on est au chômage et qu'on développe la formule. Mais du coup, au bout de 6 mois, tu peux pas te payer au bout de 6 mois. Non. Et sauf que te payer, tu vois, c'est compliqué parce que c'est de l'argent que tu mets pas dans autre chose. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a pu être rentable dès le début. Et puis, au début, quand même, le début de l'entreprise, t'as pas besoin de travailler H24 parce que justement c'est des allers-retours, nous en tout cas, c'est des allers-retours avec la chimiste, donc le temps qu'elle retravaille la formule, qu'elle te l'envoie, il y a 5 jours qui passent, pareil avec la créa, etc., etc. Donc en fait de travailler 1-2 heures tous les soirs et le week-end, ça suffisait largement. Oui, tu vois, on contactait pas déjà les points de vente parce qu'on avait rien à présenter, donc en fait au début il nous fallait quelque chose avant de se lancer et c'est pour ça que ça permettait de faire. Donc, premier apéro où toi, Camille, tu proposes à Clémentine de se lancer. Là, il va se passer à peu près 6 mois, c'est ça, un peu plus d'ailleurs, jusqu'à ce que vous quittiez vos jobs et que vous lanciez. Ok, compris. Première belle campagne en 2017, une deuxième en 2019 sur le déodorant. Deuxième produit. La première était sur les baume magique. Le baume magique. C'est quoi le baume magique d'ailleurs? Alors, c'est un baume magique. En fait, on dit baume magique parce que c'est un baume qui fait plein de choses, qui est un soin multifonction, qui nourrit, apaise, protège, si tu peux mettre le doigt dedans, et sur les lèvres, la barbe. Okay. En fait, ça nourrit, apaise et protège la peau du visage, des mains, du corps, des lèvres, des pointes de cheveux en après-rasage. C'est à base, il est coulé, tu vois, à chaud, à base d'huile, et il se resolidifie au contact de l'air. Et donc, c'est comme si tu transportais un peu une huile solide, et dedans, il y a de l'huile d'amande douce, de la gelée royale, de l'arnica, de la vitamine E, que des bons produits, mais il y a très peu d'ingrédients et que cet ingrédient, c'est 100% naturel. Et le but, c'est que tu puisses faire tout avec. Donc, tu l'emmènes en week-end, tu peux aussi bien te démaquiller que le mettre sur ta barbe, que faire un massage, que, tu vois, c'est le petit couteau suisse de la salle de bain ou quand tu pars avec toi. C'est vraiment un produit qui va revisiter plein d'autres produits et qui permet économie de place, d'argent, plein de choses, quoi. Voilà. Au début, on avait créé ce produit en se disant, on a envie d'arrêter un peu ce côté surconsommation. Donc, tu as un produit qui fait plein de choses. Tu t'en as mis partout. C'est ça, je continue. Ça sent bon, non? Ça sent très bon. Voilà. Je croyais que c'était de la coco, mais en fait... Senteur Monoeil. Celui-là, ouais. On t'a mis Monoeil. On t'a mis Monoeil. Voilà. Et donc, j'avais une tête à avoir du Monoeil. On s'est lancé avec ce produit en premier parce qu'on s'est dit, comme on n'a pas beaucoup d'argent pour sortir toute une gamme, au moins un produit qui revisite plein de produits, c'est comme si c'était une gamme à lui seul. Et donc après, on a lancé le déodorant et tous les produits dont on a déjà parlé, quoi. J'ai pensé à quelque chose une question que je vous poserai plus tard. Ok, compris. Est-ce que c'est à ce moment-là que Nature et Découverte prend contact avec vous? Non, c'est sur la deuxième campagne Ulule, c'est ça? Déodorant, ça a vraiment fait un gros boom à la marque. En fait, le baume magique, il est top. Aujourd'hui, c'est encore notre best-seller et c'est ce qui nous différencie le plus de la concurrence. Mais il faut que les gens comprennent ce que ça fait. Tu vois, quand tu lis baume magique, ils demandent comme toi, mais c'est quoi? Déodorant, déjà, on comprend ce que c'est un déodorant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde l'utilise. Donc, de base, la cible était plus large. Et on était les premiers à lancer ce déodorant dans ce format-là. Donc, le premier déodorant français dans un tube en carton biodégradable où t'as pas besoin de te mettre les doigts dedans. Et donc, ça a attiré l'œil de Monoprix. Ça a attiré te mettre les doigts dedans? Ouais, je dis ça parce que tous les déodorants solides, parce que c'est pas un roll-on, tu vois, tous les déodorants solides qui existaient avant qu'on lance le nôtre, c'était des déodorants que tu mettais avec les mains sous l'aisselle. Donc, soit dans un pot, soit un petit... Oui, d'accord, ok. Mais c'était les formules 100% d'origine naturelle sur ce créneau-là. Ok. Exactement. Et fabriqué en France. Et on était les premiers à sortir dans ce format-là, en marque française, pouce-pouce. Donc, tu te mets pas les doigts dedans, ça s'applique comme un roll-on classique, mais il y a pas de plastique, la formule est clean, etc. Et ça a attiré l'œil de Monoprix, Nature et Découverte et plein d'autres revendeurs parce que c'était très innovant à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a plein qui le font et c'est que ça plaît, quoi. Et c'est là que je veux vous emmener. Vous êtes aujourd'hui à un tiers en D2C sur le site, un Shopify, on y viendra tout à l'heure, et 2 tiers en retail. À partir de quand vous commencez à lancer le retail, justement? Franchement, le lendemain d'avoir sorti les produits, on a sorti les produits, on a fait notre campagne Ulule. Une fois que la campagne Ulule était terminée,
En parallèle, on allait démarcher notre premier retailer. Et comme Les Petits Prodiges, c'est une marque de cosmétiques naturelle, éco-responsable, mais surtout plaisir, on a voulu aller chercher les jolies boutiques. Et donc, notre premier revendeur, c'était Le Bon Marché, a suivi Galeries Lafayette, Printemps. Voilà. Ok, Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Printemps, je l'ai dit. Non, Printemps, je l'avais pas dit. Et puis, quelques centaines de pharma à date. Prenons-les dans l'ordre. J'aimerais bien comprendre un peu vos apprentissages et la manière dont vous les avez décrochés. C'est un peu ça l'idée. Et vous les avez décrochés, entre autres, sur des salons. Alors, pas que, mais c'est vrai qu'au tout début, on a fait quelques salons où on a décroché pas mal de contrats avec plutôt des concept stores. Okay. Mais pour ce qui est donc du Bon Marché, Printemps, Galeries Lafayette, c'était vraiment, on avait eu les contacts des acheteuses et nous, c'était important d'être dans ces grands magasins qui sont des vitrines prestigieuses en se disant, justement, notre objectif avec Les Petits Prodiges, c'est de montrer qu'on peut faire des cosmétiques naturels, éco-responsables, mais aussi plaisir et pas forcément vendus en vrac, qui sentent pas bon. Voilà, on voulait casser un peu le stéréotype des cosmétiques bio de l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et on s'est dit, voilà, ces vitrines des grands magasins, ça fait totalement le taf, quoi. T'as dit, on a eu les numéros des acheteuses ? On a eu les contacts des acheteuses par réseau. Et c'est vrai que toutes les deux, on travaillait dans les cosmétiques avant. Donc, on a pu gratter quelques mails par-ci, par-là. On a contacté sur LinkedIn. Un peu de débrouillardise, quoi. Non, mais c'est hyper important de le dire. Et même, parce que ça se fait pas par magie. Et parfois, c'est par culot. Donc, vous avez contacté des acheteurs ou acheteuses de ces grands magasins. On a eu rendez-vous. Avec Le Bon Marché en premier. Et là, elle nous a dit, allez, on y va. On va travailler ensemble. Ok. Vous étiez recommandé ? Non, pas du tout. On était super étonnés d'avoir le rendez-vous et qu'elle nous accepte avec juste un produit, le Baume Magique. On était, avant d'aller au rendez-vous, on était hyper stressés et ça s'est super bien passé. Elle a adoré le produit, elle a adoré le concept, elle a dit go, mais ça s'est vraiment passé très vite. Ouais. Donc on était là, waouh. Donc on était trop contente. Alors pourquoi, comment, à votre avis ? C'était une marque qui changeait. Alors Le Bon Marché, Galeries Lafayette et d'ailleurs Monoprix aussi, mais ils cherchent aussi toujours les nouvelles marques un peu tendances qui vont revisiter des choses et puis qui croient qu'ils vont devenir plus gros. Donc, ils aiment bien être dénicheurs de tendance, quoi. Ouais. Ok. Les nouveaux concepts. Autre chose ? Parce que notre produit est génial. Non, mais, d'accord. Okay. Non, il faudrait lui demander, mais c'est vrai Très bien. Non, mais c'est vrai que je suis étonné. Surtout qu'on est encore aujourd'hui au bon marché. Donc... Oui, c'était pas un test. Et on connaît plein de marques qui sont arrivées au bon marché et en sont reparties. Voilà. Enfin, on leur a demandé de repartir. Vous y êtes encore au bon marché et vous êtes dans plusieurs centaines de points de vente. 300 Monoprix, tu m'as dit tout à l'heure ? Ouais, exactement. Tous les Monoprix. Ouais, tous les Monoprix de France, okay. Monop Beauty, toutes les enseignes du groupe. Oui, en fait, tu demandais donc pourquoi. Au début, on a commencé par ces vitrines et ensuite, quand on a lancé le déodorant en 2019, on s'est dit, bon, c'est super les grands magasins, mais pour l'image et prouver qu'on peut être naturel et certes plaisir, mais en termes de volume et de cible, c'est pas forcément là que tu vas aller acheter ton déodorant. Généralement, en tant que conso, ton déodorant, tu vas l'acheter plutôt soit quand tu fais tes courses, soit en pharmacie. La pharmacie, à l'époque, on était encore que toutes les deux avec Camille. C'est 22 000 pharmacies d'indépendants quand même en France. C'est très compliqué. Même aujourd'hui, on en reparlera, mais on s'y attelle. C'est galère même 5 ans après. Donc, à l'époque, c'était pas possible. Et donc, on a eu un rendez-vous avec Monoprix. Et là, on s'est dit, Monoprix, c'est génial parce que c'est là où t'achètes ton déodorant. C'est de la GMS, mais CSP+, quand même, premium. Ça casse pas l'image de marque, ça casse pas les prix. Donc, c'était une opportunité de dingue en un contact de déverser 300 points de vente, quoi. Et ça, c'était quand ? 2019. Donc ça fait 4 ans. Ouais. 5, pardon, je suis bête, on est en y 2024. Est, et que ça marche bien et qu'on y reste. Et voilà. Quels apprentissages ? On en parle beaucoup, pardon, je t'interromps, excuse-moi, je pose ma question de temps, mais on en parle pas mal avec... je sais plus qui, mais dans un épisode spécial retail du panier, mais de tes enjeux de premier appro, sur lesquels en général tu as des grosses commandes, et puis ensuite les réappros régulières, et de savoir quantifier, surtout combien tu vas vendre, écouler. Quels apprentissages après 5 ans de Monop ? Nous, alors... C'est toujours plus compliqué, évidemment, de livrer Monoprix et les gros comme ça que des pharmacies ou des petits indépendants parce que les conditions de livraison sont beaucoup plus complexes. Tu vois, logistiquement, c'est tout un bazar. Mais ça peut être un des apprentissages. Mais sinon,
Nous, principalement, c'est nos déodorants qui sont chez Monoprix, certains autres produits, mais dans tous les points de vente, c'est les déodorants. Les apprentissages, non, franchement, ça roule. Nous, on a toujours eu les bons stocks, les écoulements. On essaye de regarder ce qui s'est passé et de faire des forecasts, mais on a eu quelques ruptures, évidemment, mais globalement, on a toujours su bien le gérer. Et je pense que c'est ça aussi qui compte pour eux, c'est que ça roule aussi, parce que travailler avec les petits, c'est un peu leur stress. C'est que ça, tu vois, il y a des points de blocage sur la logistique ou d'autres choses. Nous, on a toujours su gérer ça. Donc, franchement, ça se passe bien. Donc, assurer la log pour que, leur éviter des frictions à eux, parce que tu leur laves des frictions, ça leur apporte du bonheur aux acheteurs. Exactement. Tu leur apportes aussi de la marge? Oui, tu vois, sur quoi, quels sont les sujets de discussion que vous pouvez avoir? C'est sûr, la marge. Après, on n'a pas de point de comparatif dans le sens où on ne sait pas à combien leur vend les déodorants des grandes marques qu'on connaît. Mais j'imagine qu'en effet, ils ont beaucoup plus de marge avec les plus petites marques comme nous que les très grosses. Après, c'est pas les mêmes volumes. Je pense pas qu'ils fassent ça pour la marge, eux. Ils font ça plutôt pour l'image et montrer que ils savent dénicher et soutenir des marques engagées, made in France, transparentes, qui partagent les valeurs de Monoprix. Mais ils font pas ça pour la marge, dans le sens où, ok, la marge en valeur de chaque produit est peut-être supérieure, mais ramené au volume que font les autres, on est encore petit. C'est ça. Et puis Monoprix, ils font des super belles collabs avec des super marques. Donc en fait, c'est un peu ça qu'ils recherchent avec les petits prodiges. C'est intéressant. C'est intéressant dans le discours que, chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez avoir avec ces acheteurs de marques de distributeurs. C'est ce qu'on pense. Après, ça n'engage que nous. Oui. Ils ne nous l'ont pas dit. Mais... Est-ce que tu as une enseigne qui t'a permis d'en ouvrir d'autres, tu vois? Est-ce que d'être au Bon Marché, c'est un tampon pour aller chez Nature et Découverte? Est-ce que Nature et Découverte, c'est un tampon pour aller chez Monop? Le Bon Marché, ça a été le tampon pour aller aux Galeries Lafayette, qui a été pour le printemps, qui du coup pour Monoprix, etc. Non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est hyper important au début de bien sélectionner le premier retailer chez qui tu vas aller. Faut faire attention. En fait, nous, ça a toujours été hyper important pour nous. Et aujourd'hui, on sait qu'on a eu raison d'être omnicanal. Comme tu disais, on a commencé par le site et après, on s'est mis dans certains points de vente, mais qui se cannibalisent pas, tu vois. Tu peux pas être... L'acheteur de Monoprix, c'est pas forcément l'acheteur du Bon Marché. Exactement. Et ouais, mais c'est important parce que sinon, tu t'y perds un peu en logique et eux, ça leur plaît pas non plus. Il faut faire un peu attention à ton réseau de distribution. Mais là où ça a été super important, c'est que tu vois, nous, on s'est lancé pas très longtemps avant le Covid. Donc, on va dire qu'avant le Covid, on était sur, en effet, un tiers site. Ouais, il faut pomper plusieurs... de près. C'est pas un pit. Pardon, pendant que Clémentine parlait, je me mettais la crème solaire. C'est très bien, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Je m'attendais à un pchit. Et du coup, on s'est lancé avant le Covid, donc tu avais le site et les revendeurs. Pendant le Covid, tous les revendeurs fermés, donc heureusement qu'on avait le site internet et là, les chiffres ont explosé. Et après, c'est revenu, là, les coûts d'acquisition ont explosé. À l'inverse, c'était le retail. Donc d'être omnicanal, c'est aussi assez important, quoi. Et c'était un choix qui nous a bien réussi. Super discussion que j'ai eue avec Flore, entre autres de La Bonne Brosse, je sais pas si vous connaissez, ou justement le choix de ton distributeur et ton canal de distribution quand tu vends. Je parle très très vite aujourd'hui, je suis désolé les auditeurs. Le choix de ton canal et de ton distributeur quand tu vends une brosse haut de gamme à 120 €, je veux pas dire de bêtises, peut avoir un impact sur la suite et surtout sur les autres vendeurs que tu vas les toucher. Et elle l'a abordé, tiens, ça me fait une super transition, quand on parlait d'international. Et elle disait, je veux pas dire de bêtises, je veux pas trahir ces mots, mais de mémoire, au UK, il faut aller chez Harrods, aux États-Unis, il faut aller chez Neiman Marcus parce que c'est un tampon pour les revendeurs suivants. C'est vrai, faut pas faire dans le mauvais sens. C'est sûr que si tu commences par une enseigne beaucoup plus grande distribution, tu n'iras pas au Bon Marché. C'est sûr. Si on avait commencé par Monoprix, on serait pas forcément allé au Bon Marché et peut-être pas à Galerie Lafayette et Printemps. Mais vous avez, donc ça c'est le premier renseignement. Deuxième renseignement, vous avez commencé dès le début. Oui. Dès que le produit était dispo. On a toujours voulu avoir les deux, le site et les revendeurs. Okay. Les revendeurs, ça te permet aussi, certes, t'as moins de marge que sur ton site au début, mais ça te permet d'aller chercher plus de volume et du coup de faire des économies d'échelle et donc de faire plus de marge. Donc il faut un peu voir. Et aussi quand même une vitrine, des nouvelles personnes qui te découvrent. De la légitimité du marché mass market. Enfin, du mass market. Et même tous les consommateurs qui se baladent chez Monoprix, chez Galerie Lafayette, ils te découvrent. C'est des gens qu'on n'aurait pas pu aller chercher forcément via le site. Puis on reste sur des cosmétiques, donc les gens ont envie de tester. C'est pas comme les fringues que tu peux acheter en 2 secondes sur Internet. Tu vois, les cosmétiques, t'as aussi envie de toucher, voir un peu. Vous avez fait de l'animation en point de vente? Oui, on a tout fait. Années. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel enseignement?
Alors, on en a fait plein, que ce soit chez Monoprix, tout ce dont on te parlait, pharmacie, etc. On a fait aussi beaucoup de salons, t'en parlais tout à l'heure, B2C, où on pitch le baume, on explique. Enseignement, c'est hyper intéressant d'avoir les clients en face de nous, de voir quelles sont leurs questions. Ça nous permet après d'affiner comment on l'explique sur le site, sur les réseaux sociaux, nous, dans nos discours commerciaux. Donc, plein d'enseignements, clairement. Mais vous l'avez fait vous-même? Oui, bien sûr. Maintenant, mais tu Pendant 3 ans, on n'était que toutes les deux. Oui, mais tu aurais pu passer par des prestataires, qui vont faire de l'animation en point de vente. On faisait tout nous-mêmes, aller poser les colis à la poste, à aller chercher les palettes au Franprix pour livrer les Galeries Lafayette, et donc les animations. Pendant 3 ans, c'est vrai que on voulait être rentable, donc on fait tout nous-mêmes. Alors après, tu te rends compte que tu as d'autres valeurs ajoutées et que c'est bien de sous-traiter. Mais en fait, voilà, on avait vraiment step by step. Et puis c'est comme ça que tu apprends, je trouve. Vraiment de faire un salon ou justement une animation. On voit tout de suite comment le consommateur prend le produit dans les mains, comment il l'ouvre, comment là justement tu pchites, tu pensais que c'était un spray, et tu vois, ça te fait penser à plein de choses pour les développements des prochains produits. Tu vois la réaction quand il sent, est-ce qu'il aime bien, et puis il te pose des questions en live, donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous êtes pris les pieds dans le tapis un moment en termes de distrib, en omnicanalité? Les partenaires, les concept stores, je sais pas, est-ce qu'il y a des conseils, en tout cas des choses que vous ne referiez pas, que vous avez faites? Alors, on en parlait tout à l'heure de la pharmacie. C'est vrai que là, nous, on s'attelle vraiment à la pharmacie depuis quelques mois parce que on a voulu mettre les bouchées doubles dans le sens où il y a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés, qui sont les fondateurs de l'Achillée, qui, eux, sont rentrés dans 3000 pharmacies en 2 ans. Il y a eu la télé qui nous a boosté la notoriété et on vient de recruter une 20aine d'agents commerciaux sur le terrain pour développer la pharmacie. Mais voilà, tu l'as pas dit ça. Non, okay. Je l'ai pas dit. Et donc, pourquoi je dis ça? L'erreur, pas l'erreur, mais en fait, la pharmacie, on l'avait un petit peu commencé au tout début. On l'avait commencé parce qu'en fait, les pharmacies nous contactaient. Donc, des grosses pharmacies nous contactaient pour nous référencer, mais nous, on n'avait ni les moyens, ni le staff. Et en fait, la pharmacie, tu peux pas y aller si t'es pas préparé. Déjà, c'est un milieu, faut connaître les codes. Surtout, il y a plein de langages, etc. C'est quoi les codes? Mais ils te parlent de trucs, ça va même pas te parler, tu vois. Ils vont te dire, donc là, je voudrais des UG, de la RFA, et t'es là, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Enfin, je comprends rien. Moi, je gérais juste Monoprix, je savais pas comment gérer les pharmacies, et donc je les gérais pas très bien. Et pour moi, tu vois, Monoprix, quand tu rentres chez Monoprix, quand ils ont plus de stock, ils te repassent une commande de réassort immédiatement. Les pharmacies, ça marche pas comme ça. Ils ont plus de stock, mais si ton commercial, il passe pas, c'est fini. Mais sauf que on n'avait pas de commerciaux. Donc en fait, on est rentré en pharmacie, ça a plutôt bien marché. Mais en fait, comme on n'avait pas de commerciaux et pas de gestion après-vente, en fait, on n'est pas forcément resté. Et donc du coup, ça, c'est une erreur à ne pas faire pour ceux qui aimeraient se lancer en pharmacie, c'est qu'il faut y aller quand t'es prêt. Donc, ça veut dire des gens sur le terrain, absolument. S'être renseigné sur le réseau, qui sont les acteurs importants de la pharmacie. Donc ça, je pense que ça a pu être une petite erreur qui, aujourd'hui, nous fait pas ramer parce que ça marche super bien, mais forcément... T'aurais pu gagner quelques mois de... Ouais, c'est ça. Tu vois, des pharmacies qui t'ont eu il y a 3 ans et qui, du coup, ça leur fait une mauvaise expérience. Ils se disent, non, ça avait pas été travaillé, il y avait pas de service après-vente, donc il faut refaire le truc. Donc, voilà. Ça pourrait être le seul petit point d'amélioration. Une vingtaine d'agents sur la France. Ouais. Comment tu les as trouvés? Franchement, ça a pris du temps. Ça a pris 3 mois. Il faut savoir que ce qu'on te disait tout à l'heure, Camille, elle s'occupe plus historiquement de tout ce qui est B2C, marketing, dev produit, et moi, tout ce qui est retail. Bon, évidemment, après, on se partage les sujets finance, compta, RH et tout. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que là, depuis 3 mois, avec l'arrivée de ces nouveaux investisseurs, on s'est dit que j'allais reprendre la pharmacie moi-même opérationnellement parlant, parce que les pharmaciens aiment beaucoup parler avec les cofondateurs. Et donc, du coup, j'ai fait 100% de mon temps opérationnellement sur la pharmacie. Donc, je me suis transférée en directrice commerciale pharmacie avec Fanny, donc notre investisseuse. Et Camille a repris tout le reste des autres sujets. Donc, ça fait du travail. Et donc, une des missions avant tout, c'était de recruter les agents commerciaux sur le terrain, recruter un agent par secteur. Donc, comment je les ai trouvés? Bouche à oreille, LinkedIn. Et quand on trouve un bien, ils t'en recommandent un autre. Ils se connaissent tous. Groupe WhatsApp. Enfin, c'est un travail de fourmi parce qu'évidemment, ils ont pas un profil LinkedIn hyper visible. C'est agent multicarte ou voilà. Enfin, et après, tu te renseignes. Tu fais des calls, tu passes des heures comme si tu recrutais, tu faisais 20 recrutements, quoi. Et puis, les bons, généralement, ils sont pris, quoi. Donc, il faut... c'est difficile de les trouver. Non, mais en revanche, tu y as passé 3 mois et tu t'es transformé toi-même en expert du sujet. Mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. LinkedIn, j'ai tapé agent multicarte pharma et t'as des résultats. Ensuite, on n'a pas 50. Non, t'en as 8. Voilà. Putain. Et puis, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas facile. Parce que parfois, ils mettent juste agent co. Voilà, mais tu sais pas si c'est en cosmétique ou en food ou en... Je sais pas. Ouais, non, c'est un petit travail de fourmi. Vous passez par des centrales?
Je pense à Pharmazone, par exemple, que j'ai reçu il y a pas longtemps sur le panier. Super épisode que je vous recommande si vous l'avez pas écouté. Et qui justement permet d'offrir une centrale d'achat qui remplace la centrale d'achat pour les pharmacies, parce que comme tu l'as dit, les pharmacies, on a 22 000 en France. Il y a des groupements de pharmacies qui existent, mais aussi beaucoup d'indépendants. Et au lieu d'aller voir 500 pharmacies d'un coup, tu peux aller voir des centrales d'achat. On travaille pas trop encore avec parce c'est le début, on aime bien contrôler dans quelle pharmacie, les conditions avec chaque pharmacie, donc peut-être à moyen terme, mais pour le moment non. Ok, compris. Cool. Et donc le dernier tiers, ou le premier tiers plutôt d'ailleurs, se fait sur le site. Exact. Que tu as fait sur Shopify en 2 jours avec des tutos. C'est ça, des tutos YouTube. Bah ouais. Camille. Il était très beau. ouais, c'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas encore ChatGPT pour t'aider à coder, mais non, on a tout appris sur YouTube et j'ai fait un tuto YouTube. Comment faire son Shopify. Oui, sachant qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas besoin de ChatGPT, tout se fait à peu près. Oui, c'est vrai, sur Shopify, exact. Sur Shopify, en tout cas, en cochant des cases ou en. Mais parce que Shopify, c'est génial aussi. C'est ouf. Franchement, il y avait déjà les templates. Évidemment que Camille a beaucoup travaillé dessus, mais par rapport à avant, quand il faisait les sites où il fallait vraiment tout coder, c'est quand même une révolution. Et d'ailleurs, t'en parlais avec d'autres grosses entreprises qui se mettent sur Shopify. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de boîtes enfin même des énormes, alors que Shopify prend une commission sur le chiffre et tout, qui se mettent sur Shopify, quoi. Alors, je suis pas un vendu parce que nous, chez Cosa Vostra, donc j'ai 2 casquettes, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, je suis aussi le cofondateur et le directeur général de Cosa Vostra, qui est un cabinet de conseil en strat digital. On fait pas mal de migrations e-commerce, dont une certaine partie sur Shopify. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus seulement les DNVB sur des 304 CA, ou même des 10, 15, 20. On a eu des cabayas sur le panier qui en fait presque 40 en D2C, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. T'as plein de legacy brands. Nous, actuellement, on accompagne Fauchon, par exemple, sur une refonte et une migration Magento 2 vers Shopify, qui est une grosse boîte et surtout une belle enseigne, une belle marque, pardon. Et j'ai fait il y a pas longtemps un événement avec Shopify où on avait Rémi Cointreau, j'allais dire, pardon, Ricard, pardon. Rémi Cointreau, qui fait une grosse partie de son CA en ligne en B2B aussi sur Shopify. Ouais, c'est intéressant. Bah ouais. Et c'est pas un gros sujet d'intégration, une grosse intégration comme tu peux avoir sur d'autres systèmes. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Donc, en 2 jours sur la première version. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas donné les chiffres, je peux les donner. Oui. Vous avez fait 2,5 millions en 2023, vous visez 3,5 millions en 2024, c'est ça? C'est ça. Et de continuer d'accélérer la croissance, j'imagine, surtout avec l'arrivée de vos nouveaux partenaires de la Chile. Exactement. Voilà, on vise 8 à 3 ans et 12 à 4. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais donc, ça va faire à peu près 1 million cette année sur Shopify. Un tiers. C'est ça. Okay. Exactement. Et c'est bien parti. Tu le fais toujours toi-même? Le Shopify, non. Alors maintenant, en marketing, on est bien staffé, on a une belle équipe. Et du coup, j'ai une responsable marketing et une chef de projet qui travaillent avec moi. Donc, ce qui permet justement de pouvoir chapeauter, parce qu'en ce moment, Clémentine, elle est à fond sur la pharmacie. On a compris. Voilà, de chapeauter, bien évidemment, tout ce qui se passe en marketing, mais de bien lever le pied et de gérer la prod, l'achat, le dev produit, la compta, la finance, le reste. Mais ma question était, le Shopify est toujours fait en interne? Vous passez par une agence, bien sûr, par des freelances? Le Shopify est toujours fait en interne. Et alors, quand on a envie d'aller un peu plus loin, on a un dev qu'on appelle une fois tous les 3 mois. Un free? Oui. Ok, très bien. On aime bien avoir la main sur Shopify. Voilà. Ok, non mais je le dis souvent en plus sur le panier, je pense qu'il est bien, enfin c'est bien de savoir prendre des raccourcis avec des gens qui savent faire ce que tu ne sais pas faire, mais quand tu le fais, c'est bien de maîtriser ce qu'ils font. Ce que je veux dire, c'est que une bonne pratique, c'est d'outsourcer que ce que tu maîtrises et que tu as compris en tout cas toi-même et pas ce que tu ne comprends pas. Ok, on est passé un peu rapidement tout à l'heure sur les produits, mais vous m'avez dit il y a 11 catégories, une trentaine de refs à date. Tu me regardes avec non, c'est bien, j'ai mes chiffres sont bons. Ok, ouais, d'accord. c'est ça. Tu as bien retenu. Made in France. Ouais. Made in France. Tous nos laboratoires on a plusieurs laboratoires partenaires. Maintenant, on en a 5 et ils sont tous en France. Beaucoup dans le sud, un peu à Lyon, en Bretagne. Ok, c'est un choix, c'est un fait, c'est un La hasard. production locale? Ouais. Ah oui, c'est un choix. Depuis le début, pour nous, c'est hyper important. Ça fait partie justement de toutes les co-responsabilités de la marque. Et c'est un choix coûteux. Donc oui, clairement. On pourrait produire, on a été démarché plein de fois par des labos
je sais pas, dans les pays de l'Est ou bien plus loin, ça coûte bien plus cher de produire en France. Mais non, nous, c'est plus qu'un choix. Ouais, c'est vraiment un des piliers de la marque que tout soit fabriqué en France. Et tu t'assures que eux-mêmes ne produisent en local et pas. Ah oui, bien sûr, on est déjà allés tous les visiter. Ah oui. Pardon, c'est une question que je dis. Non, mais t'as raison. C'est vrai, si. C'est quand même très contrôlé aussi les cosmétiques. Quand on marque fabriqué en France, c'est fabriqué en France. Vraiment. Enfin, on espère. Non, et les laboratoires vous accompagnent dans la mise sur le marché parce qu'il faut. Tu lances pas un produit de cosmétique comme ça. Exact. On passe encore beaucoup par Marie, notre première, qui fait tous nos DIP. DIP. Oui, les dossiers pour la mise sur le marché des produits de cosmétiques. Ok, ça veut dire quoi DIP? Dossier information produit, c'est dossier d'information produit. C'est sa carte d'identité quoi. Okay. C'est un gros classeur. Ouais, tout. Ouais, comme tu dis, pour lancer un produit sur le marché, c'est hyper contrôlé. Il y a 1000 tests et c'est chaque laboratoire qui nous le fait pour chaque produit qui sort. Et ça, il y a des temps qui sont un peu incompressibles. Oui, c'est vrai. Oui. Non, de test, parce que tu dois tester sa longévité, que la formule ne tourne pas. Vous avez des produits liquides, bah oui, ça. Pardon, quand je dis ça, c'est la crème solaire. Donc, il y a un temps minimum, non? Oui, bien sûr, mais de toute façon, après le développement d'un produit, il faut compter au moins 1 an. De l'idée à la mise à disposition. À la mise à disposition, si c'est un produit qui est facile. Parce que le dentifrice, on a mis 3 ans à le sortir parce qu'on voulait absolument une formule 100% d'origine d'ingrédients naturels et avoir la même sensation qu'un dentifrice classique. Bon, on a mis super longtemps à le développer, mais en tout cas pour les produits entre guillemets faciles comme notre baume, c'est 1 an de l'idée le jour où il sort, donc on a le temps de faire tous les tests. Pour un développement sur mesure. Oui. Parce qu'il existe aussi d'autres startups qui ont pris les produits sur étagère et qui ont mis leur logo dessus. Oui, ça permet d'aller plus vite. Ok, mais donc c'est quand même un truc à avoir en tête, chers auditrices, chers auditeurs, si vous vous lancez un jour dans la cosmétique. L'une de vous deux a dit tout à l'heure qu'il y avait peu de barrières à l'entrée. Oui. Je me suis fait... Ok, la barrière à l'entrée, c'est quand même qu'un produit sur mesure, c'est au moins le temps, 1 an. C'est ça, c'est le temps. Ouais. Et le temps, il faut l'avoir. Mais après, effectivement, ils peuvent se lancer avec des produits en marque blanche. Mais bon, après, c'est dommage parce que il y a le logo, un autre logo sur le même produit à côté, quoi. Ok. Et dernière question, et après on passe un peu au marketing, mais c'est en termes de pricing, comment est-ce que vous avez pricé les produits et est-ce que vous testez régulièrement l'élasticité des prix? Comment est-ce que vous êtes positionné? Oui, nous déjà, comme c'est une marque des essentiels, on voulait qu'on soit abordable. C'est des produits du quotidien, donc forcément, comme c'est made in France, packaging éco-responsable, on va dire qu'on est sur le haut de ce qui est abordable. Mais pour définir le prix d'un produit, on regarde ce qui existe déjà. On fait un gros benchmark concurrentiel. Et ensuite, déjà de ça, va découler d'ailleurs toute notre target de prix de coût de prod pour faire, on sait, les marges suffisantes qui nous permettent d'avoir un business model rentable. Et donc voilà, mais pour le prix, on essaye toujours de se situer, tu vois, le déodorant, il est à 10 €, donc entre 10 et 20 €, c'est à peu près la moyenne de prix de nos produits, donc c'est accessible globalement à tout le monde, mais pour de l'hygiène, c'est un peu plus cher. Après, il faut savoir que nos produits, en moyenne, durent à chaque fois au moins 2 fois plus longtemps que les produits liquides, comme c'est du solide pour la plupart. Tu vois, le déodorant, il dure 2 fois un roll-on. Et en fait, on est obligé d'être un peu plus cher que le marché parce que on est produit en France, ça coûte beaucoup plus cher. Tous nos packaging, ils sont soit en aluminium recyclable à l'infini ou carton, ça coûte beaucoup plus cher que le plastique. Donc tout ça, on est obligé forcément de le mettre un peu sur le prix. C'est les labos qui vous font la galénique? Oui. Donc le labo produit et met en... Alors, conditionne, pardon. Alors, ça dépend de nos produits et nos laboratoires. Si ça rentre dans notre coût qu'on s'est fixé, alors on fait tout avec le laboratoire. Et si on voit que ça rentre pas, on va aller chercher un conditionneur à côté pour... on va faire chacune des étapes. Parce que c'est plus cher de faire tout avec la même personne. Parce qu'il se prend de la marge sur chaque projet. C'est marrant, j'aurais pas imaginé ça, j'aurais imaginé le contraire, moi. Mais non. Que comme tu mets tout chez lui, il peut renier un peu, ou tu peux négocier. Non, parce que du coup, il est forcément un peu moins transparent sur chaque poste de dépense, et donc il fait un prix global, que quand on commence à délocaliser chaque étape, alors évidemment, il y a un peu plus de transport, donc c'est beaucoup plus de travail par contre, mais t'arrives à mieux négocier. Ok, compris. J'aurais pas imaginé ça. Et j'aurais imaginé en plus que le temps que tu y passais, en plus, impactait le... Ça impacte aussi, mais parfois c'est une grosse économie quand t'es sur des énormes prods, ramener à l'unité quand tu peux gagner 20 centimes, c'est énorme. Ok, cool. Les leviers d'activation et d'acquisition que vous avez fait pas mal de choses. On a parlé tout à l'heure du passage à qui va être mon associé. Je parlais de la marque tout à l'heure à mes collègues qui me disaient je les vois partout dans le métro. Vous avez fait de la télé aussi, en pub? Ah non, pas juste en passage télé, d'accord. Et puis vous avez fait pas mal de salons. Camille, tout à l'heure, tu m'as parlé de Vitrophanie, décoration de vitrine.
Clémentine, tu m'as parlé de box beauté. Bref, pas mal de sujets. Et puis, il y a les usual suspects. Vous êtes sur Meta. Mais prenons dans l'ordre de la discussion. On a parlé des salons. Quel salon vous faites? Pourquoi vous faites? Et pourquoi vous n'en faites pas ou pas plus? Alors, salon, on en a fait depuis le début avec Camille notre premier salon. On venait de se lancer, c'était avec Ulule justement. C'était le Who's Next, qui est un salon qui déniche plutôt des marques de fringues. Mais il y avait quelques petits stands de beauté et on partageait un stand avec toutes les marques Ulule. C'était vraiment le tout début de l'aventure. On se rappelle, c'était champagne illimité pendant tout le salon. Donc, c'était vraiment très léger à l'époque, très sympa. Il y avait moins d'enjeux. Mais c'était d'ailleurs là où je me rappelle qu'on avait rencontré le Bon Marché, en fait, quand j'y repense. C'était là où l'acheteuse était passée, nous avait repéré et derrière, on avait eu le rendez-vous. On s'en a oublié ça. Et voilà. Donc ça, c'est un salon B2C où tu pitches un peu ton produit pour... Attends, juste pour B2B, pardon. Avec ce qu'on s'est dit avant. Donc l'acheteuse Bon Marché. Ouais, en fait, ouais. Tu l'as rencontrée sur le... Et bah ouais, en fait, elle avait vu nos baumes. Elle est passée devant le stand et là, elle avait trouvé ça intéressant et on s'était dit qu'on se reverrait en rendez-vous et on s'est revu en rendez-vous. Donc on avait oublié, tu vois, parce que ça fait quand même 6 ans. Donc salon B2B, c'est salon qu'on a toujours trouvé. On l'a fait 2-3 années d'affilée. On a trouvé plein de points de vente, concept store, etc. Et le Bon Marché. Et après, d'autres salons B2B, là récemment, tu vois, même il y a encore 2 semaines, je faisais le salon du Pharmagora pour rencontrer les pharmacies. Donc B2B également. Et on fait quelques salons B2C. On a fait le salon du Made in France pendant plein d'années. Où c'est que des marques françaises. Et là, c'est pour rencontrer nos clients finaux. Donc B2C, très intéressant en termes d'apprentissage parce que ils te posent plein de questions. Donc ça te permet après de t'améliorer sur plein d'autres choses. Donc voilà, globalement, ce salon-là. On en a fait beaucoup. Ouais. Et du coup, maintenant, on a décidé d'un peu stopper. Ouais, c'est ce que Camille disait, c'est fatigant aussi, le salon. C'est beaucoup d'énergie. C'est pas de week-end, du coup. C'est mobiliser toute l'équipe, la préparation en amont, de l'argent, le déplacement. Enfin, c'est épuisant. Ouais. Mais après, c'était trop cool, c'était trop bien. Mais maintenant, on se dit que ça y est, on les a bien fait. On garde que les essentiels. Donc là, à Pharmagora, parce qu'on a envie d'aller en pharmacie. Et sûrement, peut-être une prochaine fois, mais plus... Déjà, B2B, c'est beaucoup plus rentable si on part juste de l'argent que B2C, parce qu'en 3 commandes, t'as rentabilisé ton stand. B2C, avec un baume à 15 €, ça met un peu plus de temps, quoi. Et c'est vrai qu'en effet, on les sélectionne maintenant parce que c'est beaucoup d'énergie. Il faut porter les trucs, c'est hyper lourd. T'es fatigué, quoi. Ouais, en fait, B2C, évidemment, je comprends. B2B, pour rencontrer des partenaires, des distributeurs, je pense que c'est important. Et surtout pour partir à l'international. Tu me parlais de Cosmoprof, c'est ça, qui se tient en Italie, par exemple. Mais je comprends, intéressant. En revanche, par exemple, le Cosmoprof, on l'a fait l'année dernière, on le fait pas cette année, parce qu'on est encore en discussion avec tous les distributeurs qu'on a rencontrés l'année dernière, parce que ça prend énormément de temps. C'est long. Oui, c'est très long. L'export, c'est hyper long. Il faut déposer le nom, il faut faire tous les tests, enfin tous les trucs. Vous vous faites accompagner ? Oui. Par un cabinet, par des avocats des avocats, ouais. Okay. Sur l'international. Sur les dépôts de noms, surtout. Après, non, pour les discussions avec les distributeurs, on le fait en direct. Ça, vous le faites en direct et pas avec des distributeurs. Un peu Business France. Un peu Business France, ok. Quelle est la part de l'international aujourd'hui en D2C ? B2C. En B2C ? Ouais. Pas beaucoup. Alors après, il y a un peu de Suisse et Belgique, mais très peu. Ok. Il y a des boîtes qui choisissent de partir à l'international en utilisant les places de marché parce que c'est un simple clic. Ça fait partie des idées, des enjeux, des questions que vous vous posez ? Nous, là, il y a déjà tellement de travail que pour l'instant, on se focus à fond la France. On a commencé l'Europe en B2B et ça fonctionne bien. Donc ça, on le fait aussi petit à petit. Mais c'est déjà énormément de travail, quoi. Les petits prodiges à l'international, ça se... Alors, ça passe. On s'est posé la question. On s'est dit, mince, peut-être qu'on s'est lancé trop vite dans notre nom. Et finalement, tous les distributeurs qu'on a rencontrés justement au Salon de Bologne, quand on leur a dit, qu'est-ce que vous pensez on change le nom de Les Petits Prodiges pour aller à l'étranger, ils nous ont tous dit, si on est venu vers vous, c'est grâce à ce nom parce qu'il est très français. Et que finalement, prodige, en anglais, c'est la même chose. Et donc, il y a les petits devant, mais ils aiment bien, quoi. Okay. Donc, voilà, finalement, non. Vous avez fait de la pub métro ? Ouais. Racontez. Moi, s'il vous plaît, pardon. Formule de politesse. C'était une grosse... C'était une grosse dépense, donc on avait un peu peur, parce que c'était notre première, on va dire, grosse dépense dans le marketing, de notoriété. Et finalement, on est super content du résultat. Après, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on a payé une semaine, en plus c'était le mois de décembre, on a payé une semaine de métro et on en a eu 3 offertes par la suite, parce qu'il y avait des espaces libres
chaque semaine et ils votaient en interne dans le métro quelle pub on laisse. Et comme notre pub était marrante, ils nous ont offert la première semaine, puis la deuxième, puis la troisième. Donc finalement, on a eu un mois de publicité. Début janvier, on y était encore. Voilà. Après, c'est pas que de la chance dans le sens où, comme tu dis, c'est vrai que c'était une pub qu'on a choisie avec... qu'on a travaillé. Voilà, un mec qui s'appelle Victor, qui est un ancien de Buzzman, qui fait des super pubs. Et tu vois, on a choisi cette pub qui change de d'habitude et c'est aussi pour ça qu'elle est restée aussi longtemps. Ouais, voilà. Tu vois, alors, vous tapez les petits prodiges métro dans Google Images et vous trouverez. Donc, il y a un gros packshot du baume. Ouais. Il n'y a même pas écrit baume, en fait. Il y a juste la marque. C'est intéressant. Et puis, en gros, sur les 3/4 de l'image, un texte qui dit « Bonjour, on s'appelle Camille et Clémentine. On a créé le baume Les Petits Prodiges qui peut remplacer 10 produits de votre salle de bain, soins du corps, visage, cheveux, démaquillants. Ouais. Et on en passe. On aurait pu faire 10 affiches pour chaque usage, mais on n'a pas encore assez d'argent. Alors, on a préféré, comme notre baume, mais on n'a pas encore assez d'argent. Alors, on a préféré faire comme notre baume. Pardon, j'avais oublié un mot. On en a fait avec une seule, on a tout fait avec une seule affiche. Ok, c'est intéressant. Et donc voilà, c'était pour dire en fait que l'affiche, elle faisait comme le baume qui fait tout. Tout est rassemblé sur cette affiche. Et en fait, ça change de toutes les pubs qu'on voit d'habitude. C'était un parti pris parce que... Beaucoup de texte, ça faisait peur. Ouais, on s'est dit, est-ce que c'est une bonne chose? Et finalement, c'est vrai que sur le quai du métro, t'attends ton métro, tu lis, il y a pas d'affiche, tu bouges pas en fait. Donc, okay. Et du coup, on a fait le test. On est allé sur le quai, on regardait un peu ce qui se passait. Et les gens, effectivement, ils étaient comme ça. Et ils regardent de l'autre côté du quai et ils lisent. Et après, il y a un petit sourire et voilà. Ça a fait des super chiffres après. On avait en même temps un pop-up store au centre commercial à Italie 2 et il y avait plein de gens, quand on leur disait comment vous avez découvert la marque, ils disaient je viens de vous voir dans le métro. Donc voilà, enfin, en vrai, ça a eu une grosse impact. Donc, aujourd'hui, les anciennes pratiques du marketing reviennent vachement. Enfin, alors elles sont jamais parties, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, alors je vais encore dire, c'était la mode du digital. Et maintenant, on revient beaucoup sur les affiches métro, sur les pubs à la télé, etc. Bon, après, il faut avoir un peu de moyens, mais... Combien ça a coûté? Ça a coûté 35 000 la semaine. L'affichage? Enfin, l'achat média, pardon. Ouais. La semaine qui a fait finalement 4 semaines. Non, 3 semaines en tout. Vous avez été renouvelé 2 fois? Non, c'est ça, c'est 1 semaine achetée, 3 semaines offertes. C'est ouf quand même, quel coup de bol. Non, mais c'est pour ça aussi que quand on nous demande est-ce que c'est rentable, quand on nous demande est-ce que c'est rentable, on est là, nous, c'était rentable de dingue, mais est-ce que sur une semaine ça l'aurait été? On n'est pas sûr, tu vois. Donc, mais au-delà de la rentabilité, je pense que tu stacks, tu empiles de la notoriété et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais je pense une semaine, c'est très différent. C'est vraiment le temps qu'il faut pour que les gens te voient et t'assimilent. Alors qu'une semaine, ça aurait été peut-être trop court. Et tu vois, un mois, du coup, ça coûte quand même 120 000 €, sachant que c'était des prix déjà remisés. Last minute. Sinon, c'est plutôt 70 000 € la semaine. Donc, tu veux rester un mois, après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de last minute. Si les gens nous écoutent, il faut faire du last minute. Ils vont pas vous rappeler, hein. Ah non. C'est pas grave. On en a trop donné, là. Mais 35 000 €, 4 semaines, le mois de Noël, en décembre. Ouais, non, là, c'était jackpot. C'est cool. Et la créa, il est à son compte, le jeune homme? Ouais, il est génial. Il a fait plein de Victor, et du coup, maintenant, il a fait toutes les pubs marrantes. Je sais pas si t'as vu celle de Dijon, là, récemment, avec l'emoji crotte. Oui, si. Voilà, c'est lui. Voilà, il fait plein de choses. Okay. Très belles idées. Donc, créa, achat média et un impact mesurable ou mesuré? Déjà, on a fait... C'est votre 5e Noël, c'est ça? Donc, vous êtes capable de... Oui, on a fait plus 75% sur le mois de décembre à la même époque. Mais après, on ne sait jamais si c'est parce qu'on est en croissance, parce que toute l'année, on a été en croissance aussi. Donc, tu ne sais pas forcément mesurer exactement l'impact du métro. Mais en tout cas, on a eu énormément de visites sur le site. Un meilleur chiffre d'affaires. Le best-seller, c'était le baume qui était sur l'affiche. Et on nous parle encore aujourd'hui de la pub, c'est-à-dire que de temps en temps, les gens ils nous disent pas « Ah oui, je connais les petits prodiges parce que c'est une marque de... » Il y en a qui disent « Ah oui, je vous ai vu dans le métro. » Donc elle a vraiment marqué cette pub. Ok, intéressant. Donc très important aussi, le marketing et l'approche, la com, qui est faite quand on a peu de budget. Je trouve que c'est important de vraiment réussir à se différencier et à marquer les esprits pour avoir encore plus d'impact au même prix, quoi. Ouais, c'est une belle porte ouverte, ça, mais c'est aussi un pari que tu fais. T'es pas sûr que ce soit, tu vois. Mais bon, souvent, dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de paris. Tu vois, non, mais c'est vrai. Tu te dis, tu testes des trucs, tu sais pas, parce que tu sais pas si ça va fonctionner. Déjà, rien quand tu te lances, tu sais pas si ça va fonctionner. Nous, on trouve que tu peux pas te permettre, quand t'as peu d'argent, de faire quelque chose de trop classique. De neutre, de fade, neutre. Et voilà. Mais c'est vrai que ça fait peur. Oui, avant de la faire, la pub, on était...
Ah bah, Et après, surtout, il ne faut surtout pas demander les avis autour de soi, parce qu'alors là, ça part dans des débats. tous les sens. Ah non, mais je ne pense pas qu'il faudrait faire ça, etc. Donc à un moment, on a dit, bon, stop. Faut trouver les personnes avec des avis pertinents, c'est-à-dire qui vraiment je sais pas, mais il faut pas commencer à demander à tous ses amis, etc. Parce que sinon, tu pars en cacahuète. Je vous ai laissé parler, hein. On allait au bout, c'est intéressant. C'est un pari à 35-40K avec les frais. Enfin, l'achat média, c'était 35, donc au moins 40K. Il peut être beaucoup plus important en télé, même si en télé, on a aussi des last minute qui sont hyper intéressants. Avec qui je discutais, c'est pas Wopilo, avec qui on a fait un catch-up sur le sujet. Peut-être que si. Si c'est possible, eux, ils en ont fait. Qui a fait plusieurs campagnes télé. Parfois, ça a très bien marché, parfois moins bien. Donc ton pari, voilà, il faut qu'il soit payant, mais ça dépend tellement de choses. Là, j'avoue, 4 semaines, le mois de Noël, pour pas cher, gros coup de bol, quoi. Cool. Bah non, pas coup de bol en fait, vous avez fait du bon boulot. La chance, ça te provoque. Un peu des deux, il y a le destin et il y a du bon boulot aussi. Vous faites aussi des box beauté? Ouais, ça on en fait. Bon bah moi déjà comme je travaillais chez Birchbox, c'est vrai que je connaissais plutôt bien le modèle, donc ça nous a tout de suite intéressé parce que ça permet de mettre ton produit dans 200 000 salles de bain. Donc, en fait, en termes de test produit, c'est absolument génial. Nous, on savait que le baume, dès qu'il était testé, il était racheté. On a un énorme taux de réachat sur ce produit. Le plus dur, c'est d'acquérir des nouveaux clients, comme je te disais, pour qu'ils comprennent ce que c'est Baume Magique. Mais dès lors qu'ils ont compris, qu'ils l'ont testé, le réachat est dingue. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, Box Beauté, c'est parfait. Ça te permet de mettre les produits dans plein de salles de bain, d'avoir plein de nouveaux clients. Et il y a énormément de gens, tu vois, on a fait des tests de, genre sur notre site, comment vous nous avez connus. Une des premières réponses, c'était Box Beauté. Donc, hyper intéressant, mais ton calcul il est quand même réfléchi sur le fait qu'il y a du repeat, il y a du réachat, le produit est bon donc il se rachète. Exactement. Donc ton enjeu c'est la conquête et c'est pas la fidélisation. Non, enfin, c'est plus la conquête que la fidélisation. C'est clairement l'acquisition. Ouais. Mais c'est génial parce que pour les cosmétiques, l'acquisition que tu peux faire sur Facebook, Meta, c'est juste avec une pub ou comme dans le métro qui peut être marrante, mais les gens vont pas pouvoir toucher le produit. Donc c'est que avec ton visuel, ce qui est plus dur sur des cosmétiques, un baume, tu vois, le packshot, il est tout petit. Alors que là, dans les box, vraiment, il n'y a pas mieux qu'un test produit, quoi. Et vous le faites régulièrement, vous l'avez fait régulièrement, vous le faites tous les ans, depuis le début. Tous les ans depuis le début. Ok. Surtout sur ce produit. On choisit aussi nos produits, mais sur le baume, vraiment beaucoup. Ok. T'arrives à diversifier les publics touchés du coup? Attendez, j'ai un doute, pardon, juste j'interromps et vous, chers auditrices, auditeurs, vous êtes dans les coulisses du panier. On a dit 16h30 en max, oui. Hein, c'est ça? Ouais, il nous reste 8 minutes, j'ai plein de questions encore. Et ben voilà, on accélère. Déjà qu'on parlait. Dernier sujet sur l'acquise qui était intéressant parce qu'on en a jamais parlé, c'est la vitrophanie. Ouais. Vitrophanie, c'est quoi pour ceux qui ne... C'est les vitrines. Alors nous là, en l'occurrence aujourd'hui, pas que d'ailleurs, des pharmacies, mais aussi de Monoprix, Monop Beauty, etc. Et c'est faire la vitrine au nom de Les Petits Prodiges. Et donc c'est une super visibilité puisque il y a je sais pas combien de mètres carrés dédiés à Les Petits Prodiges. Ok. Et ça, comment vous le faites? Vous le faites avec qui on le fait beaucoup avec Monop. Et beaucoup avec les pharmacies. Tu veux dire en fournisseur? Ouais, c'est ça. Alors en interne, la créa, on se dit comment on a les mesures de la vitrine, on va les prendre nous-mêmes. Et puis après, on voit avec la pharmacie ce qu'ils veulent, on fait la créa. Et puis après, on a un fournisseur qui fait le sticker et qui va le poser. Ça s'achète? Oui. Ah, ça s'achète au fournisseur? Auprès du distributeur. Ouais. Ça dépend. Ça se négocie. Ça se négocie en fonction de plein de choses. Ça peut être en produit gratuit, ça peut être ça dépend du point de vente et de l'impact qu'il a, où il est placé. Pas toujours, parfois oui. Tout est négociable. Mais donc c'est un peu du one-to-one. Tu négocies avec chacun des points de vente. Ouais. Okay. Exactement. Ok. Et avec des impacts que vous pouvez mesurer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, oui. En vente dans le point de vente, en sell-out. Incroyable. C'est ça? Énorme. Ouais. Mais après, tu vois, là, on te parle des points de vente, c'est plutôt des indépendants. C'est vrai que si on voulait faire ça, mais dans les 300 Monoprix de France, là, par contre, oui, ça coûte de l'argent et on pourrait pas le faire. Enfin, je veux dire, on n'est pas encore à ce stade de pouvoir payer à Monoprix 300 vitrines, quoi. Mais un jour, peut-être. Bon, on pourrait encore se parler des heures, mais j'ai 2-3 sujets que j'aimerais bien aborder dans les quelques minutes qui nous restent. Et le premier, je pense que il est perso. J'ai le droit? Quand on préparait l'entretien, on parlait de levée de fonds, on parlait d'accélération, on parlait de chance. Et vous me disiez que quand vous étiez lancé, vous aviez 26 ans, 27 ans dans ces zones. 25 ou 26. Donc pas grand chose à perdre. Et t'as dit un peu plus tard toi tu restais à Paris pour suivre ton copain, c'est ça, hein. Et t'as dit un peu plus tard dans l'échange, c'était cool, who's next? Il y a eu du champagne à volonté, c'était léger à l'époque.
Bah, c'est vrai parce qu'à l'époque, on était que toutes les deux. On avait notre monoproduit, donc il y avait forcément moins de travail autour. Aujourd'hui, on a, on te l'a dit, 30 références. On a une équipe de 10 personnes, donc il faut faire tourner une société où il y a plus juste nous deux. Enfin, tu vois, au tout début, on avait le chômage. Quoi qu'on fasse, c'était du positif. Là, on doit et nous se payer nos salariés, pouvoir les garder, faire grandir la boîte. Donc, c'est moins léger quand même. C'est plus presque plus une start-up, mais une PME qu'il faut faire tourner. Et c'est pas du tout négatif de pas dire que c'est léger, mais c'est beaucoup plus de responsabilités. Dès qu'on prend une décision, ça implique plein d'autres choses que c'était pas le cas au début. Donc plus de choses à perdre qu'il y a 6 ans. Oui, forcément. Mais plus de choses à gagner aussi, parce qu'on est plus gros, mais ouais, exactement. Plus de responsabilités, en fait. Et tu disais aussi, ou toi, peut-être Camille, je me souviens plus, mais qu'au début, c'était pas du full-time. Oui. Maintenant, ça l'est. Ah bah oui, clairement. Oui. Là, aujourd'hui, c'est du full-time. Du plus que full-time. Du plus que full-time. Full day and night. Et donc, avec un peu de recul et de hauteur et de distance, vous referiez pareil? Ouais. Bah oui. Enfin, en vrai, c'est une expérience de dingue, mais vraiment de dingue. Je pense qu'on a appris tellement de choses. On est passé par tous les steps, donc on connaît pratiquement tous les métiers, en tout cas pour une start-up de cosmétiques. Et puis aussi, on a rencontré des gens... Enfin, moi... si j'étais restée en marketing chez Estée Lauder ou ailleurs, j'aurais jamais fait des rendez-vous commerciaux où j'aurais, tu vois, aller démarcher bon marché ou même pitcher devant je sais pas qui comme business angel, ou même pitcher sur M6. On vit des trucs qui sont quand même assez incroyables. Et entre vous? Entre nous, tu veux dire toujours bleu et ensoleillé? Toujours, oui. C'était ma témoine de mariage. On passe nos vacances ensemble. Ouais. Carrément. Okay. C'était un pari aussi quand on s'est lancé, t'en parlais tout à l'heure. Mais nous, ça a plutôt bien marché. Et après, c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. Mais nous, ça nous a permis de, se lancer avec quelqu'un qu'on connaissait. On sait mieux les émotions, etc. Et donc, ça a toujours très bien fonctionné. On est en mars, je sais pas quand l'épisode sort, mais il va sortir dans les semaines qui viennent. Bon, l'année est déjà bien entamée, il sort le 12 avril. Tu peux commencer une phrase, vous ferez chacune, mais par « on va pas se mentir » en 2024. Putain, c'est pas facile comme ça en un point. Et comme ça, toi, t'as le temps de réfléchir, sauf si t'en as une, et ce qui laissera Clémentine le temps de réfléchir. Je sais pas, moi, le gros challenge du moment, ce serait, on va pas se mentir, en 2024, on va défoncer les portes de plein de pharmacies. Camille? Écoute, moi, on va pas se mentir, mais Les Petits Prodiges sera bientôt dans toutes les salles de bain de tous les Français. J'adore. Lespetitsprodiges.com, et vous pouvez continuer la conversation avec Camille Brégeaut, Bregeaut, et Clémentine Granet, c'est ça, Granet sur LinkedIn. Avec plaisir. Et évidemment, allez tester les produits dans le Monop, le Nature et Découverte, le Bon Marché le plus proche de chez vous, les Galeries Lafayette les plus proches de chez vous. Et merci à vous deux pour cet échange. Merci à toi de nous avoir invités, on était trop contentes. C'était super. Et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes, d'aller laisser un 5 étoiles, ça m'aide, et de vous abonner à la newsletter sur lepanier.io. Salut. Très bien, salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.